Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Youssef. Youssef, merci d'être venu. Ça me fait trop plaisir de te revoir. Écoute, merci à toi et un plaisir partagé. On va parler directement de toi, de ce que tu fais. Donc, tu es le fondateur de IRS 360. C'est bien ça. Déjà, dis-nous un petit peu qui tu es. Et puis après, on va parler justement de ton entreprise et voir comment tu as fait pour la développer jusqu'à aujourd'hui avec des chiffres d'affaires qui sont quand même assez importants par rapport à quelques mois, quelques années même. Trop hâte de découvrir ton histoire. Yes, alors Youssef Abdaoui. Alors moi, de base, je suis un entrepreneur qui s'est lancé depuis 2020 sur cette solution, donc IRS 360. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est la première alternative au coton-tige, donc une tête en forme de spirale, hein, comme on peut le voir, qui va être relativement souple. Et la technologie, en fait, elle a été vraiment pensée au millimètre près, qui va faire 2 centimètres. Et on a tout de suite intégré le syndicat des ORL pour pouvoir développer et aboutir à cette solution. Me concernant, donc moi j'ai un parcours d'ingénieur en informatique et j'ai surfé un petit peu sur la loi de la biodiversité qui a été mise en application en France depuis le 1er janvier 2020. On parle souvent des pailles au McDo et notamment ces tiges en coton-tige. Alors moi j'ai pas une storytelling sur j'ai eu un tympan perforé Ok. ou j'ai eu des otites, etc. Pas du tout et j'en suis bien content parce que Ça fait les mal. gens qui ont ça en général, ils en souffrent. Moi, tout simplement, j'étais dans une recherche où je voulais chercher des solutions pour me nettoyer les oreilles, étant donné que le coton-tige, c'est pas fait pour se nettoyer les oreilles. Mm. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne le savent pas. Qu'en retournant le paquet de coton-tige, il y a marqué noir sur blanc, hein, ne pas insérer dans le conduit auditif ou nasal. Donc, ça a en fait été clairement mentionné, mais on a hérité de ça depuis plusieurs centaines d'années Ouais, et c'est normal. voilà. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas réellement de solution qui a été validée, on va dire, par le corps médical. Et nous, vraiment, c'est dans cette optique-là, dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, on en reviendra très certainement sur la stratégie de EARS. Mais nous, on a tendance à faire tester les gens pour montrer que c'est efficace et que c'est vraiment sans danger. Et puis aussi, c'est agréable, tout simplement. Ouais. Voilà. C'est clair. Donc, du coup, pour développer ça, tu es parti du constat que tout simplement, il y avait des cotons-tiges qui n'étaient pas du tout adaptés pour les oreilles, enfin, pour le nettoyage du canal auditif, donc intra-oreille, quoi. C'est Et ça. tu as utilisé des ingés, des personnes, une équipe technique et surtout le syndicat des oreilles, donc tout plein de spécialistes de l'oreille au final pour valider ta solution et qu'elle soit bonne après à mettre sur le marché. Est-ce que c'est une techno qui est brevetée? Comment ça se passe aujourd'hui? C'est quoi? Tu as des garanties sur le produit? Comment il se fait? Ah, tout à fait. En fait, l'histoire, en fait, c'est moi de base, j'avais un peu de bagage suite à mon parcours d'ingénieur sur du dessin industriel. Ok. Donc, j'avais moi-même fait un modèle. Alors moi, dans mon parcours de recherche, j'ai commandé vraiment l'ensemble des solutions qui existaient sur Internet. Je connaissais des solutions assez fines, d'autres solutions qui ressemblent complètement à un coton-tige, mais qui sont full silicone, mais du coup qui gardent tous ces inconvénients, à savoir ça va pousser, il y a des embouts qui peuvent se barrer, etc. Vraiment, moi, c'était une recherche de l'existant. J'ai vraiment benchmarké tout ce qui existait. Là où j'ai trouvé le côté super intéressant, c'était le matériau. D'ailleurs, on a même rajouté un niveau au-dessus, puisqu'on a pris du silicone qui va être skin contact et qui va vraiment respecter le contact dermique, donc au contact de la peau pour les personnes qui ont vraiment des conduites très fragiles, etc. Cette solution-là va garantir que ça va être vraiment soft au niveau de la peau avec le contact. Concernant l'équipe en fait qu'on a tout de suite intégrée, moi ça a été vraiment le syndicat des ORL. Donc j'ai eu la chance d'échanger directement avec Jean-Michel Klein, qui était le président à l'époque. Et, euh, et c'est à travers ces retours d'expérience, ces feedbacks et ces conseils où réellement j'ai pu avancer sereinement. Parce que c'est vrai que lorsqu'on fait appel à des équipes en recherche et développement, on va vraiment creuser, on va essayer de chercher des informations, mais il n'y a pas mieux que les personnes qui sont du terrain et qui maîtrisent parfaitement. Parce que moi, en tant qu'ingénieur, je ne suis pas juste légitime d'arriver, puisque je ne suis pas ORL, Bah ouais. je ne suis pas audioprothésiste non plus. Donc j'étais vraiment très éloigné. C'est juste le constat d'une personne qui cherchait à faire évoluer les choses et qui ne trouvait pas un bon produit pour se nettoyer les oreilles. Et qui plus est, j'ai surfé sur cette loi de la biodiversité en me disant, tiens, en plus, si le produit est fabriqué en France, il n'y a pas de raison pour ne pas se faire connaître. Ouais, parce que je sais pas si on l'a précisé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les produits là, c'est que du made in France. C'est fait où du coup?
On est fait à Saint-Arnoux. On reste beaucoup de gens ils connaissent le péage. On est vraiment près de la forêt de Rambouillet. Okay. Alors pourquoi on a choisi cet endroit-là? Pour nous, c'était super important parce que cette usine-là est mouleur et mouliste. Alors pour t'expliquer rapidement sur le fonctionnement, c'est de l'injection de silicone pour vulgariser, c'est des espèces de gaufriers où à l'intérieur, il y a ce silicone qui coule et qui arrive dans le moule et qui va se fermer et s'ouvrir. Alors pourquoi je le précise? Parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui vont juste fabriquer et d'autres qui vont juste faire les moules. Et parfois, c'est compliqué de les faire matcher ensemble parce qu'ils vont utiliser certaines machines et d'autres certains matériaux, etc. Donc, d'ailleurs, même sur le moule, on a choisi des moules en acier pour avoir justement ce niveau de finesse et de qualité au maximum. Donc voilà, donc fabriqué en France à Saint-Arnoux. Je ne sais pas si tu connais, mais... Si, je vois, ouais, on a déjà parlé. Et du coup, tu as le produit qui est fabriqué en France avec un grade, donc un matériau qui va être bon pour les oreilles, donc intéressant. Et tu es certifié aussi dispositif médical. C'est ça. Et j'ai vu aussi que tu étais médaillé au concours Lépine, donc médaille d'or au concours Lépine. Ouais. Mentionné aussi, nommé top 24 au prix santé. Ouais, tu as plein de certifs comme ça. Ouais. Comment ça se passe pour gagner le concours Lépine? C'était quoi la démo en fait? Tu devais montrer comment ça fonctionne, prouver d'où ça venait. Tu as fait comment? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le concours Lépine s'inscrit durant la foire de Paris. Donc c'est un concours qui existe depuis 120 ans. C'est le concours des innovations. Donc il y a un tas d'innovations. Vraiment, il y a de tout. Et on peut dire, entre guillemets, pas n'importe quoi, mais vraiment, les domaines sont tellement variés. Ça peut être des jeux de société à des choses utiles ou des choses tout simplement avec des options un peu folles. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait connaître, en fait, parce qu'il y avait toujours des choses un peu farfelues et des idées inimaginables. Ouais. Donc, par rapport à ça, en fait, comment ça se passe? C'est durant toute la période de la foire de Paris, en fait, on a un stand, on s'inscrit au concours Lépine, et donc, du coup, c'est un événement dans un événement, en fait. Le concours Lépine, ils sont vraiment à part, et ils ont un espace alloué durant la foire de Paris, et donc, ils bénéficient de tout ce flux de personnes de la foire de Paris. D'ailleurs, quand ils rentrent, ils ont accès, c'est limite pas très visible parce qu'il y a juste les couleurs des tapis qui changent. Et donc, on a des stands assez distincts et c'est vraiment mentionné qu'on participe au concours Lépine. Okay. Alors, c'est à peu près 10 jours, c'est quand même vraiment très, très long. Durant ces 10 jours, il y a un tas de jurys qui viennent. On ne sait pas à quelle heure ils passent, etc. Et ils participent aux présentations. Donc, moi, les présentations, en général, c'est assez rapide, en 30 secondes. Ouais. Voilà, une première alternative au coton-tige, reconnu dispositif médical, etc., breveté. Donc, testé validé à partir de 7 ans, etc. Et donc, ils sont là, ils le touchent. Parfois, ils ne posent même pas de questions. Certains vont poser des questions. Alors, c'est un peu les secrets du concours Lépine. En général, on ne sait pas exactement qui passe, comment on va être noté. Et puis, à la fin de cette période-là, on est nommé lauréat, etc. Donc, il y a différentes médailles. On n'a pas eu la plus grosse médaille, mais on a eu une médaille qui nous a permis aussi de nous faire connaître. Et pour moi, c'était ça le plus important. C'était d'acter, de valider et de reconnaître ce côté innovant. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est innovant. De toute façon, même à chaque fois que tu le présentes, moi, je me dis, c'est obligé que tout le monde l'utilise. Il n'y a que des avantages. Que ce soit le fait que une fois que tu l'achètes, déjà, il est garanti à vie. En plus, quand tu l'utilises, tu n'achètes plus jamais de coton-tige au final parce que tu n'en as plus besoin. C'est safe. Il y a une butée de protection. Tout a été bien conçu pour l'acheter. Et puis, c'est même pas cher. Et puis, il y a des offres sur les packs familiales, etc. Donc, c'est un dernier achat d'une vie pour bien prendre soin de ses oreilles au final. Pour la petite anecdote, une fois justement, j'avais une dame, et bon, c'était dans les débuts, c'est vrai qu'on donnait beaucoup cette information utilisable à vie. C'est vrai que j'avais pas vu que la personne était quand même très âgée, et elle m'a regardé, mais elle était très souriante. Elle a dit, bon, à vie, mais bon... Et c'est vrai que j'étais un petit peu... sur le moment, j'ai fait, ah ouais, en fait, faut que je me rôde sur... qui tu dis. D'ailleurs, c'est une belle expérience pour moi, le concours Lépine, parce qu'après, on a enquillé sur le salon du Made in France, okay. Sur plusieurs autres salons.
Et pour revenir aussi à toute cette stratégie de salon, en fait, une fois que nous, on avait été validé techniquement par les ORL, on s'est présenté directement au congrès des ORL. Ça veut dire que le premier salon qu'on a fait, c'était un salon pro et c'était vraiment un salon médical. Donc les gens qu'on voyait, c'était des audioprothésistes, plus précisément des ORL, des kinés de l'oreille, des infirmiers, des médecins. Et à chaque fois qu'ils passaient, tellement qu'ils n'étaient pas habitués à avoir des solutions, ils disaient « Ah non, c'est pas bon, il ne faut pas mettre dans l'oreille ». Et on leur demandait pourquoi. Ils disaient bah, « Parce que ça pousse ». Et en fait, on leur disait ah, « Mais regardez, il y a une spirale ». Et en fait, justement, c'est conçu pour récupérer au lieu de pousser. Oui, mais c'est dangereux pour les tympans. Mais attendez, mais regardez le produit. Ils étaient tellement habitués à ne pas avoir de solution, on va dire, qui répondait à ces deux problématiques, à savoir pousser le cérumen et atteindre les tympans. Lorsqu'on leur a montré, il y a une butée, etc., ils ont dit ah oui, mais attends, c'est vraiment quelque chose. Donc nous, on était quand même confiants parce qu'on avait travaillé avec le syndicat des ORL. Mais du coup, lorsqu'on les voyait, on savait, entre guillemets, que c'est bon, qu'on avait un petit peu validé ça. Et puis par la suite, c'était beaucoup plus simple pour nous. Et pour moi, c'était vraiment très important de valider tout cet aspect-là. D'une part, parce que on obtient l'aval des ORL. Et en plus de ça, lorsqu'on présente aux gens, on saura comment répondre et on sait sur quel biais ils vont nous attaquer ou demander. Bon, après, c'est souvent des gens qui vont dire oui, mais le silicone, c'est fabriqué à partir de quoi, etc. C'est des gens, ils ont des baskets, ils ont des jeans, voilà, ils ont peut-être des vêtements qu'ils n'ont jamais portés chez eux. Enfin, voilà. Mais c'est surtout dans ce choix-là qu'on a fait sur le matériau. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu dans le monde du médical, tout simplement. Ouais. Si on pouvait fabriquer avec d'autres choses et surtout avec des choses qu'on pourrait importer ou accessible à partir de la France, on l'aurait très certainement fait. Ouais. Bien sûr. Ok, super intéressant. Et du coup, quand tu t'es lancé, tu as eu ton idée, tu as fait tes premiers prototypes avec le syndicat des ORL, ton équipe, etc., pour valider le produit déjà techniquement avant de le mettre sur le marché. Comment ça s'est passé ensuite? Comment tu as commencé par les salons? Tu as commencé par le vendre en ligne? Tu as commencé par quoi? Alors en fait, comment réellement on s'est fait connaître? On s'est fait connaître à travers une plateforme qui s'appelle Kickstarter. Donc c'est une plateforme de crowdfunding. Alors c'est du crowdfunding. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est j'ai une idée, je la conceptualise, j'ai fait un proto, je fais une belle vidéo et je fais des packs. Je dis voilà, moi aujourd'hui, Youssef, j'ai créé IRS 360. Je pose mon projet sur Kickstarter et je fais appel à vous, communauté de Kickstarter, pour lancer mon projet, pour donner vie à mon projet. Et c'est comme ça que c'est parti, parce que j'ai fait une première vidéo où on expliquait le produit. C'était que des prototypes, en fait, que j'avais. Et je disais, voilà, si vous l'achetez en avance, moi, ça va m'aider à concrétiser le projet. Donc, j'avais mis un palier à peu près à 10-15 000 euros, qui a été très vite dépassé en un mois. Et du coup, c'est comme ça que ça a donné vie au projet. Donc les gens, ils ont vu, ils étaient sensibilisés, ils voulaient vraiment découvrir ce produit. Et ça, c'est bien, c'est un proof pour le market, de se dire, en fait, j'ai même pas encore lancé le produit, que je peux déjà lancer l'industrialisation, que j'ai déjà fait des ventes, et surtout, il y a un intérêt fort. Donc, je vais pouvoir me concentrer et aller à fond sur le sujet. Alors, à la différence, Kickstarter, c'est l'équivalent en France. On a Ulule, KissKissBankBank et on a peut-être certainement d'autres. C'est une plateforme qui est américaine. Donc, qui dit américaine, on est sur un horizon beaucoup plus large. Okay. Et c'est tellement connu dans le monde que lorsqu'on a fait des ventes, 80%, ils étaient aux États-Unis. L'autre partie, c'était Canada, et puis après, ça a découlé sur le côté Europe. Donc, ça a permis aussi de me faire connaître, d'avoir de la visibilité. Et donc, voilà. Donc, c'était en fait vraiment cette force-là qui nous a permis de nous lancer. Pour te donner des chiffres, on a fait un peu plus de 1000 ventes sur un mois, qui nous a à peu près ramené 50 000 euros. Okay. Voilà. Donc, nous, on avait juste besoin de 30 000 euros au final. On n'a pas indiqué qu'on avait fait 10 000 euros. D'ailleurs, c'est l'une des stratégies. Il y a beaucoup de gens qui ratent leur campagne à cause de ça. Si on pourra parler de certains tips. Ouais. Mais c'est vrai que lorsqu'on met un palier trop haut, déjà, pendant toute la période, on va être frustré de ne pas avoir atteint. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 48 heures, les premières 48 heures, c'est celles-ci qui sont vraiment très significatives. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre un palier très en dessous de ce qu'on recherche. Mais le but étant d'atteindre rapidement les 100%. Ouais. Pour que par la suite,
on soit sur la rubrique déjà financé. Parce que toi, quand tu vas acheter un produit et tu dis en plus il l'a déjà financé, ça veut dire dans tous les cas, si je l'achète, je l'aurai. Ouais. Donc, et d'autres, ils vont juste mettre un petit curseur dessus et ils vont se dire je vais regarder à la fin du mois s'il atteint son truc ou pas, et puis je vais revenir, je vais acheter en fonction de ce qu'il y a. Donc il y en a beaucoup qui ont besoin, par exemple, de 50 ou de 60 000, ils vont mettre ce montant-là, mais pour l'atteindre, ils vont ça va vraiment être très, très compliqué. Et donc, voilà, c'était un des petits tips. Je profite de ce podcast d'envoyer un peu de value. Mais là, c'est ça. Le but, c'est d'envoyer que de la valeur, les bonnes pratiques. Et effectivement, quand tu lances un produit, le crowdfunding, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est toujours une bonne idée parce que déjà, ça te permet de créer une sorte de trésor en amont de l'industrialisation et de vérifier que tu as vraiment un marché qui veut ton produit. Et donc, tu l'as super bien fait. En plus, la strat, du coup, de mettre des objectifs plus bas pour apparaître en 100% financé et directement rassurer tous les potentiels acheteurs qui disent est-ce que c'est bien, c'est pas bien. C'est ça. Forcément, quand tu vois 100% financé déjà, tu dis c'est solide en fait, il y a du monde qui le veut. Moi, je fais confiance, j'achète aussi. Et finalement, tu rentres dans un cercle assez vertueux. Et donc, après ce crowdfunding, qui a été une réussite, comment ça s'est passé la suite ? Alors la suite, j'en ai profité pour faire d'autres crowdfunding. Donc, du coup, j'ai fait Ulule et KissKissBankBank. Je me suis dit, il n'y a pas de raison de réussir. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai un produit français, mais qui sort de la France, qui va sur une plateforme américaine pour en fait financer son projet en France. Donc déjà, le lien, il est trop marrant. Donc du coup, j'ai fait une campagne Ulule et KissKissBankBank. Il y a eu quelques petites difficultés parce que moi, j'ai lancé le produit en fin 2019. Donc, on était bien avant le Covid. Et donc, je crée le moule, etc. Donc, on tombe en plein Covid. Et moi, justement, j'avais prévu... Alors, je passais sur Europe 1, j'ai annoncé une campagne la semaine d'après. Finalement, on a dû l'annuler parce que les gens étaient tellement pris. Et puis, sur les réseaux sociaux, on ne pouvait plus vendre quasiment. Puisque les gens, ils étaient pris de peur sur leur santé, sur ce qui se passait, etc. Donc voilà, j'avais enchaîné par la suite sur d'autres campagnes. Et en termes de stratégie après, nous, c'était vraiment une stratégie de salon. On avait besoin de rencontrer les gens parce qu'on était content d'avoir le produit. Et notre objectif, c'était de le montrer et puis de le faire tester. Donc ça a été un peu long. C'est là où justement... pour moi, il y avait l'incontournable. C'était vraiment la stratégie marketing sur Internet, à travers les réseaux sociaux, les campagnes de pub, etc., qui ont réellement fait connaître le produit à travers la France. Ok, super intéressant. Et du coup, tu as réussi à monter, on va dire, avec les premiers paliers, comme ça, rapidement, à tes premiers, je sais pas, c'était quoi, 5, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, pour essayer de rendre un peu viable ton entreprise pour pouvoir potentiellement investir plus par la suite et scaler, on va dire. Comment ça s'est passé, en fait, ce palier-là? Tu as fait une boutique sur Shopify, j'imagine. Enfin, c'est le cas, puisqu'elle existe. Ensuite, tu as lancé les pubs sur Meta en premier. Et tout en faisant tout le temps, tout au long de l'année, les salons qui sont les plus pertinents pour toi. Donc, potentiellement le salon du Made in France, le congrès des ORL, comme tu l'as dit, la foire de Paris, pour toujours avoir ce retour terrain des clients et puis pouvoir faire tester en continu ton produit, puis rassurer, parce que c'est vrai qu'en ligne aujourd'hui, les personnes, des fois, ils ont un peu des doutes, ils sont un petit peu hésitants, mais quand ils arrivent en vrai et qu'ils voient ta magnifique démonstration, ils peuvent plus dire « Ah non, en fait, c'est nul, c'est juste trop bien », tu vois. En fait, c'est ça. Et puis, pour moi, c'est plus qu'une nécessité, en fait, d'être un petit peu hybride, d'être à la fois terrain sur les salons et cette présence sur Internet, parce qu'on va utiliser ces éléments terrain pour augmenter et pour convaincre les clients qui vont acheter le produit en ligne, parce qu'ils auront le sentiment d'avoir été présents au final, parce qu'ils vont voir des démonstrations que nous, on va utiliser en pub. Et d'ailleurs, on l'a bien vu sur les perfs, celles qui prenaient le plus, à chaque fois, c'était celles où on rencontrait les gens, on leur faisait tester. Et au début, on hésitait un petit peu à montrer un petit peu le cérémonie, mais au final, les gens, ils ont besoin de voir jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Il y a d'autres vidéos qui sont un peu plus drôles. Il y a des gens qui l'utilisent parce qu'ils ont ce côté agréable et ils adorent se nettoyer les oreilles, etc. Donc, celle-ci, elle avait fait des millions de vues.
Mais voilà, effectivement, pour revenir à ce que tu disais, au début, c'était un chiffre d'affaires qui était d'ailleurs qui n'était pas récurrent parce qu'il était tributaire des salons. Et les salons, c'est pas tous les mois. Donc et puis il y a des salons aussi, parce qu'on a essayé de faire des salons qui n'étaient pas du tout dans notre cible. On était dans des salons très nichés, bioécologie, etc. Ok. Voilà, pour nous, personnellement, ça fitait pas trop. Et par contre, les autres salons, Made in France, Foire de Paris, etc., là, on était plus à l'aise. Les gens étaient plus ouverts. Des gens qui se baladaient pour aller voir d'autres choses, qui n'avaient rien demandé, se retrouvaient à tester le produit et à repartir avec un pack familial. Ouais. Donc, là, on était très à l'aise et on aimait en fait cette population-là. Et donc oui, donc c'était très tributaire de ces salons. Donc on cartonnait durant nos journées de salon. Et puis après, d'un coup, il n'y a plus rien. On faisait plus de ventes. Donc on a vu que il faut qu'on soit en contact avec ces gens-là. Mais comment on fait quand il n'y a plus de salon? Ouais. Donc à part les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'autres moyens en fait. Donc, Ouais. et c'est là où en fait ça a permis de garder cette continuité. Et d'ailleurs même sur les chiffres, aujourd'hui on fait les mêmes chiffres quasiment en journée de salon lorsqu'on vend sans arrêt, quoi. Ouais. Ça c'est très très bien. Parce que, ouais, puis après, au fur et à mesure des années, tu as mis en place petit à petit ta stratégie publicitaire, donc sur Meta, avec différents visuels, etc. Tu avais atteint une sorte de plafond à un moment où tu avais un Oui, blocage. ouais, Et, totalement. et du coup, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Bah, moi en fait déjà pour la petite histoire, j'avais lancé mon site, etc. Après, je ne savais pas comment on faisait les campagnes de publicité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on bosse avec toi, parce que au début, nous, lorsqu'on a commencé, on a un petit peu testé, on cramait des budgets. Pour nous, il fallait juste booster un post, parce que c'est un peu ça, en fait. On fait un post et hop, il y a un stack qui dit « Tu veux le booster pour avoir plus de vues ?» Ouais, mais en fait, Ouais. c'est trop vague. Et on l'a fait, on a mis de l'argent pour voir un petit peu, mais c'était trop compliqué. Donc ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui avaient déjà accompagné des sites, mais vraiment très légèrement. Et du coup, c'est eux qui m'ont incité. Ils m'ont dit, mais tu sais qu'on peut faire quelques tests, et comme ça, tout de suite, tu sais si c'est pertinent ou pas. Donc on a fait quelques tests, et c'est là où on a atteint une limite. Donc on a vu qu'on arrivait à interagir et faire des ventes, donc à convertir. Hein. Donc il y avait des clics sur le. Enfin, ça nous a permis de voir notre positionnement, pourquoi les gens cliquaient, pourquoi ils n'achetaient pas, des petites choses comme ça. Enfin, c'était vraiment un niveau, on va dire. Ça va être un premier palier. Ouais. Et donc on a vu qu'au niveau, même eux, ils m'ont dit trouve quelqu'un. Après, ils m'ont dit voilà, maintenant tu as vu que ça peut marcher. Si tu peux trouver quelqu'un qui maîtrise bien le sujet, tu verras, normalement, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, nous, on te confirme que voilà, sur Internet, voilà, on a débloqué un truc. Donc ça, c'était top, ouais. Ouais, je me souviens, quand tu étais à ce niveau-là, moi, j'avais vu tes posts LinkedIn, parce que tu étais aussi très présent. Ouais. Et je t'avais dit, moi, j'ai regardé, je pense on peut faire des vrais trucs. Ouais. Tu m'avais bien ghost. Ouais, en fait, c'était pas. Je t'avais quand même ghost. répondu. Je me rappelle, tu m'avais envoyé une belle vidéo. D'ailleurs, je trouve que ta manière de contacter les gens, elle était vraiment très différente des autres. Il y a des gens qui nous envoient des pavés et puis basta. Toi, ce que tu avais fait, c'est que vraiment, tu avais pris le site, tu m'avais donné plein de conseils. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et d'ailleurs, quand on s'était croisés en salon, tu es venu, tu m'as dit ah, attends, mais c'est toi qui m'as ghost. Ouais. Non, je me rappelle, tu m'as envoyé une vidéo et tout. Donc, je m'en souviens bien. Mais c'est vrai que quand on rentre dans ce type de sujet, il faut faire vraiment très attention avec qui on travaille. En fait, on les connaît pas. Ouais. On va leur donner accès à notre site. Il y a des informations qui vont être très personnelles au final, puisque ça touche sur l'entreprise, etc. Même si je n'ai pas forcément de difficulté à divulguer certains chiffres, etc. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément avec qui on travaille. Et puis, je me rappelle, j'avais fait un post pour revenir sur LinkedIn où, une fois que j'avais terminé avec mes amis qui ne pouvaient pas aller plus loin, j'avais fait un post, j'ai dit, bon, là, je cherche une vraie agence, etc. Ouais. J'avais été vraiment... parce que même en mettant des mots très ciblés, etc., j'avais des gens de n'importe quel horizon, je t'assure, qui me contactaient. Ouais, j'ai vu ton post, moi, je sais faire ça. Ouais. Non, mais justement, j'ai pas envie de perdre de temps avec ces gens-là. Et donc, après, et puis même, quand tu communiques beaucoup sur LinkedIn, tu as beaucoup de messages. Ouais. D'ailleurs, je réponds à tout le monde. Je suis quelqu'un d'accessible. Mais
Mais pour le coup, voilà, j'étais très très content d'avoir eu une personne, un échange. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Tu vas couper les pubs si je dis pas ça. Donc, en tout cas, j'étais très très content parce que directement, quand il y a eu cette passation, on a commencé à Bah ouais, là, atteindre ça des commençait choses. à Je être pensais bien. pas qu'on allait les faire et on a vraiment scale. Et puis voilà. Et puis j'apprends aussi au fur et à mesure. Et puis moi aussi, je suis sur une stratégie à côté où ben, je continue aussi à créer aussi du contenu. Et quand ça marche, eh ben, je te contacte, je te dis tiens, bah, vas-y, essaye de tester ça. Ouais, Donc ouais. voilà, enfin, t'es quand même bourré d'imagination. Il y a pas mal de choses Je qu'on a comptais même pas dire t'es encore. quand même bourré. Oh, c'est pas ce qu'il y a dans ton gobelet. Ouais, de fou. Et donc voilà, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Donc voilà, ben, j'en profite pour te recommander s'il y a des gens Ouais, ça fait plaisir. qui vont regarder. Mais franchement, c'est super agréable de travailler avec quelqu'un qui comprend surtout ce qu'on recherche, ce qu'on a envie de faire et notre univers en fait, tout simplement. Pas juste quelqu'un qui prend un produit et qui va le tester, etc. Voilà, tu étais venu me voir dans les salons, tu m'as poussé à faire certaines vidéos, etc. Et vraiment, moi, c'est ce côté-là que j'apprécie et que j'ai envie de construire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille, on cherche des partenaires dans le temps. Ouais. Et en plus de ça, ben, on a tellement d'amis en commun, au final, qu'on se dit, mais en fait, les gens sérieux, au final, connaissent d'autres gens sérieux que nous, on Ouais. connaît. Et voilà, donc je Ouais, c'est pense vrai. que c'est super important. C'est bon, tu coupes Ouais, pas les merci, là, pubs, là? tu m'as bien mis. Là. Tu m'as mis bien. Non, mais je me rappelle, parce que quand c'était pour revenir au salon, là, c'était Ouais, Pharmagora, parce que exactement. Ouais. bah, moi, quand je travaille avec quelqu'un, je suis très impliqué dans la relation, c'est-à-dire qu'après, je vais les voir sur les salons, bah, comme j'ai pu aller te voir sur la plupart des salons, tu vois, je vais leur rendre visite, on s'appelle, tu vois, il y a un contact assez régulier. Et du coup, bah, moi, j'étais allé voir un client à moi sur le salon Pharmagora. Ouais, J'avais rendu visite à Ralis aussi de ouais, Exode, ouais. que d'ailleurs, je salue aussi avec Salut. Thibaut. Yes. Et c'est là qu'on s'est croisés, en fait. Et puis, du coup, comme toi, tu cherchais bah, naturellement, tu vois, quelqu'un qu'on pouvait te recommander par confiance, tu vois, et qu'au final, bah, on avait cette un peu amitié en commun, Ouais, et qu'il a dit, bon, bah non, mais Kylian, tu peux y aller les yeux fermés. Là, tu as dit, exactement. ok, bah viens, on discute. Et là, après, bah, c'est né la relation. Et c'est vrai que c'est allé assez vite sur les campagnes, parce que tout de suite, quand on a repris la stratégie, on a identifié un peu ce qui fonctionnait, on a recalibré les audiences, Ouais, retesté d'autres formats. Et c'est là que ça a été intéressant justement de te challenger aussi, tu vois, parce que je me rappelle, je t'ai fait les premiers scripts. Tu sais, j'étais allé à Intermarché, j'avais ouais. filmé le paquet Le là. paquet, ouais. C'est écrit dessus, regardez, ne pas Ouais, serrer et tout. Et là, on a exactement. commencé à bien perf. Plus après toutes les démos en salon, donc des personnes qui utilisaient le produit. Et là, on a pu y aller petit à petit, augmenter les budgets. Après, on a ramené des landing pages C'est ce que j'allais spécifiques. dire. Ça a bien augmenté le taux de conversion. D'ailleurs, là, on a lancé TikTok en parallèle, Snapchat, mais Ouais, toujours étape par étape. Mais la première, c'était déjà de stabiliser, on va dire, à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, on est arrivé à 30, 50, 70. là, on est Là, on est à plus de 83 000. Là, on va Ouais, faire le ouais, non, premier million symbolique de chiffre d'affaires exactement. annuel. C'est magnifique, tu vois. Exactement. Et donc, petit à petit, c'est ça qui est beau dans le développement. Et toi, du coup, comment tu gères ça? Parce que tu vois, avec l'augmentation de toutes ces performances, forcément, tu as eu des galères, tu vois. Je me rappelle aussi bien la logistique, là. Déjà, quand je t'avais vu au salon à la foire de Paris, j'étais venu avec toi. Et des fois, Ouais, je vendais tes prototypes sur le stand. Tu me exactement. disais, en vrai, on vend, mais on n'a plus de stock. Exactement. Comment on fait, tu vois, à ce niveau-là? Exactement. D'ailleurs, alors ça fait partie des bons problèmes. Donc, il y a des bons problèmes, ça existe, mais derrière qui génèrent beaucoup de stress et qui peuvent générer d'autres réels problèmes, entacher sa marque. D'ailleurs, le fait d'avoir eu cette croissance, même si elle est par palier, bah, ça double. Donc, tout simplement, on s'est retrouvé dans un cas où effectivement on était en rupture de stock, pas qu'une fois. La deuxième fois, elle était vraiment plus présente parce que la première fois, on était en rupture de stock sur certaines couleurs. Ouais. Je me rappelle, on avait fait la vidéo, on disait qu'il ne nous reste que du blanc, du vert et du noir. Il ne Ouais. restait plus de bleu, plus de rose. Donc, du coup, on arrivait encore à faire des ventes en regardant les. Mais en plein mois d'août, on s'est retrouvé. D'ailleurs, ce mois d'août, il a été exceptionnel. Ouais. On a énormément performé et on a fait vraiment une rupture de stock. Là où moi, je pensais qu'on allait pouvoir tenir jusqu'au 15 septembre. Et au final, j'ai passé un mois d'août à faire du SAV, etc. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent découler de faire des pubs si on ne maîtrise pas ses stocks. Et Ouais. aussi sur la logistique. J'en profite pour saluer toute la team de Shopistock et C'est vrai. Shopilog qui font un travail exceptionnel. Ces gars-là, je les ai sollicités, mais je les ai
mais je les ai tués en fait. Tous les jours, je leur sortais un nouveau problème. Ouais, laisse tomber, dès que tu reçois du noir, tu remplaces par tel. Tous les jours, ils s'adaptaient. Franchement, il m'a dit, s'il te plaît, ne te retrouve plus jamais en rupture de stock. Ah ouais. On l'a fait, etc. Et voilà. Et donc, ça, on a pu le faire aussi parce que on travaille avec des gens un peu comme toi aussi, où on est assez proches et on arrive aussi à comprendre aussi, et puis voilà, et d'être agile. Et je pense que ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, problème de logistique, anticipé pour le coup, parce que la première fois, on s'était fait fumer. C'était moi-même qui gérais mes colis. D'ailleurs, j'étais derrière le stand. Je laissais il y avait Augustin qui était là. Même toi, tu étais passé, etc. Et moi, j'étais derrière. Je mettais dans les enveloppes, etc. Parce qu'il y avait des commandes qui étaient déjà payées sur des couleurs qu'on avait sur le salon, mais qu'on n'avait plus en stock. Donc, on était en train de déshabiller Jacques pour habiller Paul, quoi. C'était un petit peu ça ouais, mais c'était quand même. C'était marrant. Les clients, ils arrivaient, ils disaient, je veux du bleu. Il y avait une caisse remplie de bleu. On disait, non, on n'en a plus. Elle dit, si. Il dit, non, mais cela, c'est que le site en ligne, tu vois. Parce que les pubs derrière, elles faisaient vendre à fond. Et c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Et du coup, après, au final, déjà, un salon, comment ça se passe? Par exemple, un salon comme la Foire de Paris, si quelqu'un il a envie de lancer son produit, de le tester, est-ce que tu recommanderais d'aller sur ce genre d'événement, donc comme la Foire de Paris ou, ça coûte combien un peu la Foire de Paris en vrai? Alors déjà sur la Foire de Paris ou comme à peu près tous les salons, il faut regarder si son produit il rentre dans une thématique, parce qu'assez souvent c'est tout ce qui va être beauté, cosmétique, ça va être dans un coin, food, gastronomie, machin. Enfin, voilà, déjà il faut regarder s'il y a un pavillon qui va correspondre à son produit. Ça, pour moi, c'est la première chose. Donc, regardez s'il y a des produits similaires qui sont déjà sur place. Comme ça permet de gagner du temps. Comment ça se passe? Il faut prendre contact avec, en général, sur leur site, il y a des formulaires, il y a des périodes pour s'inscrire. Parfois, même quand ils ont clôturé, si on fait un peu de forcing, ça m'est arrivé grave des fois, comme là, la semaine prochaine, je vais faire un salon, ça va être le salon Exopharm, salon purement pharma en Allemagne. D'ailleurs, il faudrait que je t'en parle aussi. Ça s'est fait, le truc est déjà clôturé. Je les ai contactés, s'il vous plaît, on est une marque française, on se lance, on a envie de se lancer en machin. Bon, je leur ai envoyé tous les trucs qu'on a fait en France. Il y avait une interlocutrice qui était francophone, etc. Donc ça facilitait. Donc c'est pas parce que vous voyez les dates de clôture, que les inscriptions sont closes, qu'il faut pas aller contacter. Donc n'hésitez pas. Sinon, comment ça se passe de manière générale? Il y a des dimensions de stands, donc des 6 mètres carrés. Il y a même des petits stands qui sont super intéressants pour les nouvelles startups qui se lancent. En général, les critères d'éligibilité, c'est moins de 2 ans ou 3 ans, etc. Et donc ça, c'est bien parce que tu as un espèce de petit stand de 3 mètres carrés qui fait la taille d'un présentoir. En fait, c'est tout ce qu'il faut. Nous, quand on avait commencé au concours Lépine, on avait 4 mètres carrés et c'était amplement suffisant. On pouvait prendre des grands stands. Mais donc, une dimension, un emplacement. Après, donc il y a une durée, donc faut bien vérifier sur les dates. Par exemple, une foire de Paris, c'est très fatigant. Si tu viens de Lyon ou de Marseille, etc., il va falloir que tu prévois ces foires de Paris. Donc forcément, tu vas loger à Paris et c'est très très usant. Tu vas forcément prendre un hôtel ici et donc tous les jours, il va falloir être au taquet parce qu'il y a du monde. Et sinon, un stand en moyenne, c'est entre 3 000 €, 4 000, 5 000 €. Voilà. Après, il y a des stands beaucoup plus chers. Tu montes jusqu'à 20 000, etc. Quand il y a des angles dans tous les coins, quand tu mets des trucs assez spécifiques, etc. Donc, et puis, ce que je recommande vraiment, c'est de mettre le taquet sur le visuel. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des stands, ils misent énormément sur l'événement et sur les gens qui passent pour qu'ils s'arrêtent sur leur stand. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a pied sur rue que les gens vont s'arrêter. Il faut faire un minimum d'efforts. En général, soit sur des visuels, soit un écran. Nous, on ramène un écran. Ouais, ton écran, il marche bien. Et puis surtout, nous on n'est pas derrière le présentoir. On est devant et on discute avec les gens. On est là, on tu mets de l'énergie, des flyers. Quoi. Ouais, voilà. T'attends pas que les gens y viennent. Exactement. Tu vas, tu montes ton produit, tu interpelles les gens, tu fais des présentations. C'est comme ça en fait que tu profites un maximum de la portée du salon. Si tu restes derrière ton comptoir en attendant tout timidement,
forcément, tu ça va n'auras pas les mêmes résultats. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite, nous, les seuls bouchons qu'on crée, c'est dans les foires et les salons. À chaque fois, c'est toujours pareil. On crée des bouchons parce que les gens, non seulement ils nous voient présenter, c'est assez court, assez rapide, et puis après, on fait tester. Et quand on fait tester, bah, forcément, les gens se disent « Ah, mais attends, il y a quelqu'un qui va le tester devant nous. » Donc après, là, c'est un grand boom parce que il suffit qu'il y ait une personne qui teste et qui retire du cérumen, Ouais. que bah, les 10 qui sont à côté ils vont dire bah, « Moi, j'en prends un, deux, etc. » Donc, Ça arrive souvent en plus, ça. Ouais, ça arrive grave souvent, même des fois, on n'en avait pas beaucoup. Et quand je voyais des coupes, je disais non, mais vous savez, vous pouvez en prendre juste un. Un commerçant, en général, il ne va pas dire ce genre de choses. Nous, on est tellement transparent qu'on dit aux gens, mais vous savez que le cérumen, c'est naturellement stérile. Prenez-en juste un, et puis ce soir à la maison, vous le testerez. Et puis si vraiment vous aimez bien, vous le passez commande, etc. C'est des choses en vrai que normalement, on ne rentre pas sur ce terrain-là, mais nous, on a compris que les gens, et avec l'hygiène, ils y prêtent tellement attention qu'on pourrait leur dire non, mais il y a vraiment, vraiment rien. Que non, moi, c'est mon truc, ma couleur. Voilà. Donc d'ailleurs, on les a différenciés comme ça, en mettant bleu, blanc, rose et vert. On va arrêter le noir prochainement. Pourquoi ? Parce que les colorants pour faire le noir ne sont plus skin contact. Donc on a préféré retirer ça que de continuer. Et puis voilà. Ok. Et ouais, puis même, tu es tellement confiant dans le produit qu'il est garanti à vie. Donc déjà, Exactement. ça, c'est une marque c'est une marque de qualité, en fait. Exactement. Tu peux pas, il n'y a personne qui garantit un produit à vie si le produit il est défectueux. Ça n'existe pas. C'est ça. Alors pourquoi on dit il est garanti à vie ? Parce que vraiment, le silicone qui est utilisé, moi je prends souvent l'exemple des vieux moules à gâteau qu'on on a hérité de nos parents, ils sont encore à la maison, un truc à cupcake, on ne va jamais utiliser, qui est passé 100 000 fois dans le four, etc. Et qui est toujours là. Donc en fait, on a utilisé un silicone qui n'est pas forcément de cette matière, exactement du même grade, mais qui a autant de propriétés qui vont faire, qui va durer à vie. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Mais ce n'est pas l'argument qu'il faut dire à des personnes âgées. Quand oui. C'est moins longtemps, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'était en fait le fait d'être proche des gens. On s'est rendu compte que, en fait, on a appris à connaître notre clientèle et on a vu qu'il y avait un axe qu'on n'aurait pas forcément vu si on n'était pas présent aussi physiquement, à savoir, par exemple, les personnes appareillées. Ils étaient là, ils retiraient leur appareil auditif, et ils utilisaient, ils trouvaient ça vraiment génial. Et c'est à partir de là où ça nous a permis de rentrer chez des grands acteurs, par exemple Alain Flelou, qui ont une partie corner. Donc on n'est pas dans l'ensemble France, mais voilà, on a déjà présent dans quelques boutiques, notamment Général Optique, Grand Optical. Et voilà. C'est intéressant parce que déjà au-delà de la partie e-commerce, donc tu vois, quand on a commencé ensemble, c'était en février, je crois, on était à peu près à 10 000 de CA. Là, on va faire 100 000 en septembre, c'est un beau x10. Mais en parallèle de ça, toi, tu développes aussi le B2B, c'est-à-dire que tu es présent en pharmacie, tu es présent aussi chez des opticiens. Comment ça se développe aussi le réseau B2B comme ça ? Le réseau B2B, comment ça se développe ? Alors, il y a aussi la stratégie de salon pour le coup, où on a parlé de Pharmagora et de présence sur place, les rencontrer, rentrer directement chez des pharmaciens, leur faire tester. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je demande le pharmacien titulaire, parce qu'en général, c'est lui qui va être vraiment décisionnaire. Et puis, non seulement je lui offre, mais en même temps, j'insiste à ce qu'il le teste face à moi, parce que je lui dis que voilà, beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont le tester, d'ailleurs, c'est l'une des problématiques lorsque les gens l'achètent, c'est tellement intuitif, c'est tellement assez clair sur le principe que lorsqu'ils viennent à l'utiliser, ils vont être dubitatifs, ils vont l'insérer dans le conduit, et aussitôt qu'ils vont toucher, fais-nous une démo. Voilà, aussitôt qu'ils vont faire ça, ils vont pas aller trop lent, parce que quand on fait ça, effectivement, on touche quelque chose, mais ce qu'on va toucher, c'est uniquement le conduit auditif qui va être incurvé. Et donc, ils vont s'arrêter là, ils vont dire, bon, là, je vais pas plus loin. Forcément, le truc, il tient même pas. Ils vont tourner, ils vont dire, mais c'est trop fin. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment fin lorsqu'on le rentre vraiment. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on leur explique, tourner. D'ailleurs, un petit tip, c'est que la petite lobe de l'oreille, on peut aussi également la tirer. Tourner vraiment jusqu'au bout. Okay. Et là, on sent bien. Et à chaque fois, les gens disent « Ah ouais, là, j'ai senti que c'est bien rentré. » Ah ok, et puis voilà. Et puis, on tourne. Tu fais 2-3 tours. Voilà. Moi, j'ai les oreilles propres, ça va. Tu l'utilises 3 fois par jour, au moins, celui-là. C'est comme un cure-dent, quoi. Exactement. Mais ouais, voilà, donc c'est pour rentrer chez les pharmaciens. En plus, on a remarqué que plus on est présent en ligne, les pharmaciens, c'est des gens,
comme toi et moi, Ouais. qui sont aussi sur Insta, qui sont, à un moment donné, ils nous voient partout. Donc, Ouais. ils se disent, forcément, c'est ce qu'on a eu cet été, en fait. Nous, mois d'août, on n'a pas prospecté le marché B2B. On arrive, il y a à peu près une cinquantaine de pharmacies qui nous ont contactés. Voilà, on veut distribuer. En plus, on était tellement présents qu'ils ne demandent même pas des informations, ils demandent direct à passer commande. Donc, c'est, encore une fois, on voit qu'il y a, on capitalise en fait sur ce terrain-là. Donc, des fois, là où on est en train de voir le rendement et la marge qu'on fait en fonction des budgets qu'on a dépensés et le coût de revient du produit, est-ce qu'on est en bénéfice ou pas, est-ce qu'on est en train de scaler, etc. Pour moi, ça fait partie des choses qu'on n'a pas estimées parce que c'est des choses qui vont découler et qui vont venir débloquer, faire des ventes supplémentaires et qu'on n'aurait pas forcément intégré parce que nous, forcément, on va regarder, là, on a 3%, on est bien, machin, là, on a attend, etc. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, parce que tu as deux effets qui vont être distincts quand on fait de la publicité. C'est de un, les gens qui vont acheter directement le B2C, donc ils vont acheter sur le site. Oui. Et là, on le voit directement dans le chiffre d'affaires du Shopify, c'est assez flagrant. Ouais. Et en parallèle, comme tu as dit, tous les professionnels qui le voient et qui vont passer commande en pro parce qu'ils t'ont vu et revu, et ils commencent à faire confiance à ton produit, ils en entendent parler, ça devient un peu une sorte de tendance. Oui. Et là, du coup, ça te permet de développer en fait sur tous les canaux, et ça c'est magnifique. En termes de tout ce qui est budget, tu vois, en l'enveloppe marketing, aujourd'hui, c'est quoi, ça représente combien de pourcentage sur le chiffre d'affaires pour toi, pour que une entreprise elle soit en bonne santé? Pour mon cas, nous, ça va, on a réussi à atteindre un seuil de rentabilité, on va dire une économie d'échelle, parce qu'on arrive à produire de la quantité. C'est vraiment sur ça où on arrive à économiser. D'ailleurs, un bon commerçant, il fait des économies au moment où il achète auprès de ses fournisseurs, au moment où comment il va fabriquer. Et c'est vraiment là, en fait, où il va déjà commencer à gagner de l'argent. C'est pas tant sur le produit final, parce que nous, le produit, on le vend 20 €. Demain, on va pas l'augmenter, on va pas le mettre à 29, on va pas le mettre à 30, etc. Les prix sont fixes. Donc voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on a atteint une économie d'échelle qui nous permet vraiment d'avoir atteint un seuil de rentabilité. Là, par exemple, dès lors qu'on arrive à faire 50%, on rentre en rentabilité. D'ailleurs, en fait, c'est comme si qu'on vendait à des pharmaciens. En fait, nous, ce qu'on gagne, il y a beaucoup de gens, par exemple, ils vont dire « Ah, mais ça coûte quand même cher. » Mais ouais, mais le coût d'acquisition, pensez pas que nous, lorsqu'on le vend à 20 € avec 3,50 € de frais d'envoi, etc., que c'est vraiment ça qu'on prend et qu'on garde dans la poche. Oui. En fait, non. Des fois, il y a juste 7 € qui vient dans notre poche. Donc oui, le produit, il nous coûte moins de 7 €, mais ça fait partie du commerce. Sinon, on peut pas y vivre. Mais le produit, il nous coûte pas non plus 1 €. Donc, on fabrique en France, il y a du packaging, il y a des pubs. Donc, voilà. Donc, on arrive malgré tout à dégager une marge. Peut-être que si j'avais un produit qui me coûtait 7 €, et que en termes de publicité, je ne serais pas dans les clous, j'aurais très certainement arrêté et ça n'aurait pas été mon business model. C'est ça, c'est important quand tu te lances de savoir un petit peu où tu te positionnes et de se dire ok, à partir de tant de coûts d'acquisition, là on peut continuer à scale, et si jamais on augmente, on perd de l'argent, et donc là on ralentit et on recadre. De toute façon, c'est ça qu'on surveille au quotidien, et c'est pour ça que pour le moment on arrive à accroître, parce que justement on surveille toutes ces informations et que ça va bien, tu vois. Là on arrive quasiment à la fin. Qu'est-ce qu'on fait là? Normalement, septembre, octobre, on fête les 100K. On fête les 100K. Là, on est sur la route du million. Donc, je pense qu'on est bien parti. Ça serait vraiment un exploit. Et un exploit, je pense que ça va se faire. C'est juste un exploit si on fait le million le mois prochain. Mais là, si on regarde à un an, déjà, je suis sûr que sur l'année prochaine, on va réussir. Après, on verra ce qui nous arrive. Là, normalement, sur les stocks, on est bon. Sur la stratégie, on est bon. L'omnicanalité est en place. On arrive à être bien présent et très efficace. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Parce que tu partages pas mal de contenu sur LinkedIn. Est-ce que tu as des personnes à envoyer quelque part? Sur LinkedIn, Youssef Abdaoui. Sinon, IRS360, EARS 360. On est partout. Insta, TikTok, machin. C'est super important parce que
on voit tout de suite des vidéos de tests et aussi en tant qu'entrepreneur, hein, parce que c'est aussi ça que je partage sur LinkedIn. Je montre beaucoup ce que je fais et comment je procède pour y arriver. Donc, des fois, il y a des grosses galères, il y a des parcours de résilience, etc. Ce que je trouve assez dommage, c'est que souvent, des entrepreneurs à succès montrent juste, aujourd'hui, on a closé tel client, on a fait tant, on a fait ça, etc. Mais pour y arriver, on le voit très, très rarement. Et moi, aujourd'hui, j'essaie un peu de disrupter ce monde, ce mode de communication à travers les réseaux. Et j'essaie d'être vraiment quelqu'un qui montre vraiment son quotidien, notamment à travers la série Qui sort s'en sort que j'avais fait lorsque je vais aux États-Unis. Je pars de rien, je connais personne et toute la journée, je passe ma journée à me filmer, à rentrer dans des pharmacies, à discuter avec des gens, etc. Et puis à la fin, on a réussi à... Je ne vais pas vous spoil, mais je vous laisse regarder. On peut dire que tu es international. Hein. Ouais, c'est ça. On peut dire qu'on est international. Et pour moi, aujourd'hui, s'il n'y avait pas vraiment ces stratégies qui venaient vraiment appuyer et permettre d'aller au-delà de nos capacités, ça aurait été très, très compliqué. Parce qu'on avait vraiment passé des années où on faisait très, très peu de ventes, même si on était présent. Alors attention, on avait fait des médias, oui, on avait fait Télématin, oui, on avait fait le buzz sur plein de médias, des journaux, Le Parisien, etc. Mais c'est pas parce que tu passes dans un truc connu que la marque, elle est solide, qui fait du chiffre d'affaires, que le gars, il est déjà millionnaire. Et ça, on le voit très souvent. Il y a une émission où il y a des gens qui viennent pitcher leur projet et qu'il y a des investisseurs au nombre de 5 en face qui sont passés. Ça leur a fait un gros buzz, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, leur société est encore ouverte. Et moi, vraiment, le point d'attention que je mets aujourd'hui sur ça, hein, c'est vraiment de bien valider les partenaires avec qui on bosse et de bien maîtriser ses coûts. Donc, c'est ce qui permet vraiment de scaler et puis d'avancer sereinement, quoi. Au top, merci. Bon, pour faire un petit récap, en gros, tu as lancé le projet en premier avec les experts du milieu, donc tout ce qui est syndicat des ORL pour avoir le produit techniquement le plus fonctionnel possible. Ensuite, tu l'as testé sur le marché avec des salons pour avoir les retours clients directement et pouvoir potentiellement l'améliorer. Une campagne juste avant. Le Kickstarter. Kickstarter pour prouver le marché, c'est vrai. Ensuite, le test en physique. Ensuite, tu as fait ton premier test, on va dire, de vente avec tes amis sur le site internet, faire tes premiers 10 000 euros de CA pour pouvoir continuer à investir, etc. Et puis après, l'acquisition qui est venue, donc là, c'est le moment où je suis arrivé, où là, on a mis un petit coup d'accélérateur, plus de création de contenu, de la vidéo, des tests produits, pour aller petit à petit aller faire du 20, 30, 50 et là, 100 000 de CA et arriver donc avec du Meta, du Google, petit à petit du Snapchat, du TikTok. Aujourd'hui, on est présent un peu partout. Et félicitations parce que c'est un très beau parcours. Merci. Et je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet-là aujourd'hui. Franchement, j'ai rarement l'occasion de rentrer vraiment sur ces sujets-là. Donc, merci de m'avoir donné aussi la parole sur ça. J'espère que tous ces conseils-là vont être profitables pour ces personnes-là. Et en tout cas, toujours un plaisir. Hein. N'hésite pas s'il y a un épisode 2 pour, après le million. Ah ouais. Un an après, où on en est. Exactement. 1 million par mois, présent dans 200 pays. Yes. On verra. Merci beaucoup, Youssef. En tout cas, merci à toi. À très vite et puis à bientôt. Yes.